Posée dans l'océan Indien, à 10 000 km de la capitale parisienne, l'île de la Réunion, département français d'outre-mer, est une île tropicale qu'on a l'habitude de présenter à travers ses ingrédients touristiques et folkloriques. Et si elle est marquée par une histoire complexe et controversée, où ont pris place esclavage et colonisation, ou d'une situation sociale marquée, entre autres choses, par un fort taux de chômage et de grandes inégalités. Beaucoup la décrivent surtout en mettant en avant d'autres facettes de l'île. Pour présenter la Réunion, nous allons donc plutôt entendre parler de ses reliefs incroyables, de ses innombrables cascades qui viennent voiler des pans entiers de ses décors, de ses cirques, sortes d'îles à l'intérieur de l'île, entourées, non pas par la mer, mais par les montagnes, de sa végétation luxuriante, nourrie par un éclatant soleil ou noyée par un de ces cyclones dont les rafales font tourner les têtes. On parlera aussi de sa population multiethnique et métissée, de ses nombreuses religions pour qui la cohabitation est sacrée, de ses musiques et danses traditionnelles comme le maloya ou le sega, de sa gastronomie singulière aux origines plurielles, de ses fruits pigmentaires et de ses épices pimentées, de ces sentiers qui vous mènent vers tant de points de vue qui vous feront dire « Waouh ! Regardez ! Waouh !» De ces curieux petits animaux de compagnie, de ces bestioles un tout petit peu plus grosses, de son festival de films fantastiques. Attendez, de son festival de quoi ? Attendez, il était question d'une île tropicale, de décors paradisiaques, de traditions, de soleil. Et là, on vient placer sur cette île un festival de films fantastiques. Le Festival international du film fantastique de la Réunion propose chaque année au public réunionnais 4 jours d'immersion dans un monde fantastique où la poésie, l'insolite, l'angoisse, la transgression, forcément la sensualité, se mélange dans un métissage harmonieux. Sacré programme que celui proposé par cette étrange femme oiseau. Mais le lien entre ce festival et cette île n'en est pas moins improbable pour autant. Peut-être que si nous reprenions depuis le début de l'histoire... Comme je suis un gars assez sédentaire, donc je ne bougeais pas trop de ma banlieue. Et quand j'ai pris l'avion, je n'ai pas réalisé qu'on avait fait la moitié du globe. Et donc quand on est arrivé à Gilo, j'ai trouvé que bon, ça ressemblait un peu à Montpellier. Je me souviens à l'époque, ce qui m'avait surpris et intéressé, c'est que les flics étaient en short. Alors je me suis dit, un flic en short, on peut négocier. Au bout d'une semaine, j'ai compris qu'on était ailleurs. Et je ne saurais dire pourquoi, peut-être le métissage, peut-être la lumière aussi, qui est une lumière exceptionnelle, puisque moi à l'origine je suis du côté de la peinture, a fait que j'ai voulu vivre ici. Mon épouse, elle a cette qualité, cette particularité, qu'elle n'est pas effrayée forcément par ce qu'on va imaginer. Par exemple, quand je voulais tout d'un coup vraiment qu'on s'installe à La Réunion, ça ne l'amusait pas du tout. Et alors elle a essayé quand même de me convaincre que c'était un peu particulier, un peu compliqué. Et puis quand elle a vu que c'était encore plus compliqué pour moi de ne pas le faire, eh ben, elle a commencé à avoir cette idée de monter un lieu d'art contemporain, comme ça, qu'elle avait découvert en me croisant. Hein. J'avais 26 ans, hein, faut imaginer. J'étais vraiment très jeune. J'étais pas du milieu de l'art contemporain. J'étais complètement parachuteuse, j'étais audacieuse. J'étais comme ma fille, elle l'était quand elle a monté son festival, complètement inconsciente. Et je l'étais, donc une grande part de naïveté, beaucoup d'inconscience et une grande envie de faire.
La galerie à Saint-Pierre, ben, ça remonte, hein, donc c'était vraiment l'installation à Saint-Pierre, à la petite galerie. Et avec ça, ben, j'ai convaincu Vincent, mais je n'avais pas besoin de le convaincre beaucoup parce qu'il voulait vivre à La Réunion. Donc du coup, j'étais pas forcément à l'aise. C'est-à-dire que j'ai attrapé de l'assurance dans ce que je faisais au fur et à mesure en avançant. Au bout d'un moment, j'ai compris que j'avais appris un métier. J'ai grandi dans l'art contemporain. Franchement, j'ai eu une chance inouïe d'avoir des parents qui ont un lieu d'art contemporain, qui ont reçu des artistes internationaux toute mon enfance. Mon père qui est artiste. Donc j'ai l'impression que je suis née avec un capital d'ouverture à 100%, tu vois. On est plus qu'à 90 degrés quand on est à 360 degrés. Et puis ça a été le début d'une longue aventure. Un peu, moi je ne suis pas ni navigateur ni sportif, mais je compare ça un peu à un gars qui prendrait la mer. À un moment donné, il n'y a plus de point de repère, il n'y a plus de terre en vue, il n'y a plus rien, on est au milieu. Et l'aventure est quotidienne de fabriquer une œuvre personnelle dans laquelle je vis, moi et ma famille. Ce qui explique pourquoi un ancien champ de Cannes s'est transformé en un improbable cabinet des curiosités, lieu de résidence haut en couleur de cette famille d'artistes. Mais il était question d'un festival de cinéma, il me semble, et du cinéma à La Réunion, c'est-à-dire... Les gens commençaient vraiment à faire ce qu'on appelle du cinéma à La Réunion, je dirais, fin des années 90, début 2000, parce que numérique, démocratisation du cinéma, matériel moins cher... montage aussi beaucoup plus simple à faire, puisque maintenant on le fait sur des ordinateurs, etc. Et en plus de ça, il y a eu l'émergence d'écoles, d'écoles d'image. Je pense à Lillois, l'Institut de l'image de l'océan Indien, ou à l'école des Beaux-Arts aussi, où il y a des départements vidéo. Pour moi, la situation actuelle, elle est plutôt, en termes économiques, elle est plutôt favorable, puisque il y a eu une réunion du CNC qui sont venus à La Réunion rencontrer les professionnels. Et ils ont très clairement dit, La Réunion, c'est une des régions qui donne le plus d'argent dans le cinéma en France. Donc du coup, le secteur commence à se structurer. Il y a de plus en plus de tournages de longs métrages sur place, que ce soit des longs métrages qui viennent de métropole ou des longs métrages qui sont d'initiatives locales. CBO, c'est le genre de bouc avec qui il faut jamais faire de business avec. Parce que il faut toujours à l'envers. Je t'en foutrais, moi, une retraite au soleil. Tu dis que le film, là, c'est de la merde parce que tu regardes l'affiche et qu'elle est en noir et blanc. Ça veut rien dire. C'est comme si on nous regarde, on dit « Ouais, ils sont en noir et blanc, c'est nul. » Ça sert à rien, l'affiche. Est-ce que tu sais d'où ça vient, ce film ? Est-ce que tu sais pourquoi ils ont fait ce film? Est-ce que tu sais à quoi ça a servi? Est-ce que tu sais pourquoi ils se sont battus? T'es pas mal. Longtemps, moi t'es un monde comme tout le monde. Mais ça, t'es là longtemps dans notre pays. Un pays où ça mon sombril est coupé, où ça bœuf fume en zéaba sur le ventre mon grand monde. Un pays où ça te raconte des histoires. Entre ces magnifiques décors, les moyens techniques et humains disponibles sur place et les opportunités économiques favorables qu'elle propose. Parce que oui, cela peut jouer aussi. L'île de la Réunion serait donc devenue une véritable terre du 7e art ? Eh bien, admettons. Mais ça ne nous dit toujours pas quel est le rapport avec notre famille de tout à l'heure. Mon rôle, c'est d'abord celui de
d'avoir un peu contaminé tous les gens autour de moi que j'aime beaucoup, c'est-à-dire ma famille. Et on est tous unis comme une famille de cirque, hein. C'est-à-dire on est tous dans cette aventure artistique. Simplement les enfants se dirigent l'un vers le trapèze, l'autre vers la cage au lion, par exemple, hein. Et ça veut dire qu'Aurélia s'est dirigée plutôt vers le cinéma et Pablo, notre fils, s'est dirigé plutôt vers la composition musicale. Au début, quand elle était vraiment jeune, au lycée, elle jouait dans mes films. Et puis après, elle a pris goût. On a fait un film ensemble où elle avait, disons, une co-réalisation. Et puis, petit à petit, elle a fait des hautes études. Elle était très forte, hein, sur le plan des études. Mais moi, je n'étais pas du tout destinée à faire du cinéma en tant que réalisatrice. Parce que moi, j'ai pas ce parcours-là, quoi. J'ai un bac+6 de recherche en maths et j'étais faite pour la recherche, hein, donc j'étais pas du tout, je me destinais pas du tout à ça. Et ensuite, après, quand j'ai quitté la recherche, je me destinais pas non plus à la réalisation parce que j'ai fait une école d'acteur studio. Et ensuite, j'ai fait de la mise en scène au théâtre. Donc je pensais pas, enfin la réalisation, je suis autodidacte. C'est le seul truc que finalement j'ai pas étudié et que je fais. Et qu'elle fait d'abord par l'intermédiaire de 8 courts-métrages tournés à La Réunion et en métropole, avant de réaliser en 2018 son premier long-métrage, tout aussi autoproduit et indépendant, et déjà récompensé dans plusieurs festivals internationaux. Ailleurs. Je peux te sentir respirer. Comme je disais, il y a beaucoup d'argent qui rentre dans le cinéma à La Réunion en ce moment. Mais il y a aussi des gens qui arrivent à faire du cinéma sans rentrer dans ces rails-là, c'est-à-dire qui font un cinéma totalement indépendant, qui font du cinéma expérimental par exemple, voilà, ça il y en a aussi. Et un cinéma un peu, je sais pas, je pense à Aurélia Mangin par exemple, qui fait quelque chose de très curieux, en fait, d'assez mutant, je dirais, puisque à la fois, elle peut arriver des fois à avoir des fonds qui viennent de subventions, des choses comme ça, mais elle arrive très bien à se débrouiller aussi en autoproduction, du coup. Et ce qui est bien avec l'autoproduction, c'est que quand on remplit des demandes de sub, quand on veut avoir l'argent d'une institution, souvent on rentre dans des cases, des critères en fait, qui sont dedans. Et quelqu'un comme Aurélia Mangin, par exemple, elle fait un cinéma qui n'a pas envie d'être un cinéma de bon goût, c'est-à-dire elle n'a pas envie de faire quelque chose
je suis pas sûr qu'elle se dit elle a envie de faire quelque chose qui plaît en fait. Je dirais elle n'a pas vraiment de surmoi. Enfin, j'appelle ça un surmoi, c'est-à-dire elle se contrôle pas, c'est-à-dire son cinéma, son esthétique, c'est quelque chose d'excessif, quelque chose qui se lâche. Donc je classerais dans quelque chose comme ça, d'un peu certains trouveront ça malsain, d'autres trouveront que c'est une énergie. Une énergie très punk ou je sais pas, des choses comme ça. Donc, Pour moi, le cinéma fantastique est une suite logique de l'art contemporain. Mais clairement, c'est un cinéma visuel, c'est un cinéma esthétique, c'est un cinéma qui fait appel à des choses tribales, à l'instinct, au rite, au culte, à la sensualité, à la femme. Donc beaucoup de choses, pour moi, se retrouvent dans l'art contemporain et dans le cinéma fantastique. Donc il y a une passerelle absolument évidente pour moi, voilà. Le genre fantastique, en tout cas, de par sa capacité métaphorique, de par sa capacité de proposition d'univers différents, permet vraiment en fait d'allumer quelque chose en fait dans le cerveau d'un jeune spectateur. Et en tout cas, moi, c'est vraiment c'est le genre qui m'a allumé la tête quand j'étais jeune, quoi, vraiment. Encore une fois, il y a quelque chose de l'ordre de l'expérience collective avec ce genre. C'est-à-dire que je ne vois pas un autre genre que le cinéma fantastique créer des réactions aussi chorales dans une salle, en fait. Donc du coup, pour moi, le fantastique, il joue beaucoup avec le faux et avec le non-réalisme. Donc j'aurais une définition courte, une définition qui est courte, c'est-à-dire limitée, qui dit que le cinéma fantastique, c'est juste des fantômes, des revenants, des zombies, etc. Une définition plus large qui dirait que le fantastique, c'est plutôt le non-réalisme, l'instabilité de la narration et les forces de l'inconscient. La définition du cinéma de genre, je ne sais pas très bien quoi dire, mais pour moi, qui suis déjà d'une ancienne génération, je mets ça sur le plan d'un chien andalou de Dali ou de certains films de Buñuel, de Fellini. Pour moi, tout ça, ce sont des films de genre, mais qui n'ont pas l'appellation. Parce que souvent, les gens pensent que c'est des films d'horreur, gore, avec du raisin partout. Non, c'est des films intelligents qui cherchent à montrer un peu un autre axe de cinéma. Et c'est en ça que c'est formidable. Il y a des films où on est mort de rire, mais vraiment, des films je me souviens de certains films qui se passent au collège en Amérique, qui sont absolument ahurissants d'humour et d'humour noir, bien sûr. C'est évident. Parce qu'on peut se dire, dans un monde rationnel et cartésien, le fantastique appartient à la fiction. C'est-à-dire, quand quelqu'un dit avoir vu un fantôme, il a halluciné, ou un truc comme ça. Ou, en tout cas, il y a une dominante, une doxa qui impose ça, en fait. Le fantastique, c'est la folie, alors qu'à La Réunion, le fantastique, ça serait, ou le surnaturel, ça serait la réalité sociale. Et du coup, on ne se poserait pas la question de est-ce que c'est vrai ou c'est faux, parce que ça, c'est une question cartésienne. Est-ce que ce qu'on a vu était vraiment là ou n'était pas vraiment là. Là, on accepte que ces choses-là appartiennent à la vie, en fait, à La Réunion. Et si ces choses-là appartenaient à la vie locale, peut-on imaginer qu'elles voyagent aussi à l'intérieur du cinéma local ? Dans une île si fortement bercée par le mystique, le surnaturel deviendrait-il naturel ? Au moins, tu l'aurais retrouvé. C'est lui qui m'a montré cet endroit. Ah, est-ce que tu crois aux fantômes, toi, maintenant ? Je te parle bien à toi. Moi, on rappelle quand on était petit. Et la femme avait peur. Même où avait peur. Moi, tu vois, il y avait un bouc dans mon miroir. On rappelle le grand miroir dans la chambre. Je te fais confiance. Assassin.
il y a quelque chose d'irrationnel voilà, qui est là dans la mentalité réunionnaise, du moins du point de vue de quelqu'un qui serait soi-disant cartésien. Mais voilà, cet irrationnel-là, il est dans la vie de tous les jours. Des gens emploieront le terme de superstition, mais les Réunionnais, pour eux, c'est la vie, voilà, c'est la vie quotidienne, voilà, c'est un peu le thème de Stack la mort d'ailleurs, voilà, c'est ça. Et ce que j'aime bien dans le film d'Emmanuel Parot, c'est qu'il n'a pas un point de vue qui surplombe ça en fait. Il constate que dans la vie de tous les jours, il y a cette forme de superstition, il y a cette limite entre ce qu'on pourrait qualifier de fantastique et de la réalité sociale. Et donc du coup, en passant par Emmanuel Parot, je me dis voilà, cette chose-là, le fantastique, ça peut être un thème réunionnais, voilà ça. Et maman a sac là-bas, mais là c'est un guérisseur, moi. C'est que t'as marché sur un sac la mort, toi, là. Moi Bon, tu veux pas croire maintenant, voilà, t'arrives des problèmes, pas pleurer. Hein. Le fantastique, c'est un genre. Voilà. Quand on dit fantastique, généralement, c'est une classification, c'est un genre, forcément. Et le monde du surnaturel, c'est pas le fantastique. Le monde du surnaturel, c'est le monde du surnaturel. Et il se trouve qu'il y a un genre dans le cinéma qui s'est consacré à ce phénomène, qui est le surnaturel, c'est fantastique. Donc du coup, je dirais qu'à La Réunion, on fait naturellement du fantastique parce qu'il est présent. Voilà. Il faut avouer que La Réunion accueille une flopée de cultes et de croyances plus ou moins officielles. Au-delà des multiples religions pratiquées sur place, on peut citer à la volée les offrandes, pas toujours très catholiques, offertes au rougeoyant Saint-Expédie, les rues vides de monde les soirs de novembre, car les morts seraient de sortie. Et les nombreuses légendes locales, telles que l'homme-coq, la Vierge Noire, Grand-Mère Cale et autres Dames Blanches. La nuance entre le réel et l'imaginaire y est plus ténue qu'ailleurs. J'en ai marre de voir au cinéma du social ou la vie des gens qui ne m'intéressent pas trop parce que je trouve que ça ne me fait pas rêver. Alors que le fantastique, je trouve que c'est ouvrir une porte sur l'imaginaire, sur le rêve. Et ça ne me ramène pas toujours à la misère, à la difficulté de la vie des gens que je n'ai pas envie de voir. Je vois tout le temps la télé, je suis très adepte des actualités et tout ça. Mais quand je ne regarde plus les actualités, j'ai envie de rentrer dans la tête de quelqu'un et voir le monde autrement. Quand j'ai commencé à faire des films il y a une dizaine d'années, donc je n'avais pas encore le festival, j'avais même un peu plus d'une dizaine d'années. En fait, j'ai commencé à envoyer mes films ou à faire des petites projections à Paris ou à l'envoyer en festival. Et en fait, les gens me disaient « Oh là là, c'est dingue, en fait, il faut que tu ailles dans les festivals de films fantastiques parce que les autres ne te recevront pas, enfin, prendront pas ton travail. » Ah bon, et tout, oui, il y a un côté Dario Argento, il y a un côté David Lynch, il y a un côté... Bon, voilà, on me citait plein de références comme ça. Et en fait, effectivement, dès que j'ai commencé à envoyer mes films dans les festivals fantastiques, c'est dingue, on m'aimait bien, les gens en plus étaient hyper sympas. Il y avait une forme de familiarité. Même quand on va à l'étranger, c'est quand même assez dingue, quoi. Il y a un cousinage, tu te sens chez toi. Et donc, en fait, c'est parce que mon cinéma, du coup, a été, lui, caractérisé de fantastique que naturellement, en fait, je me suis dit, je vais créer un festival de films fantastiques. Si je faisais de la comédie, j'aurais créé un festival de films comiques, quoi. Mais c'est bien un festival de films fantastiques qui prend place. Et il serait naturel de l'installer dans les zones les plus peuplées, les plus actives culturellement de La Réunion, comme le chef-lieu de Saint-Denis, la touristique Côte-Ouest ou Saint-Pierre. C'est pourtant à Saint-Philippe, une commune de 5000 habitants située dans une zone qu'on appelle le Sud Sauvage, que le festival vient prendre ses quartiers. Peut-être par une énième volonté de ne pas se conforter à l'évidence. Peut-être aussi une volonté de se rapprocher d'un Piton de la Fournaise au tempérament aussi volcanique que le festival.
il y a 6 ans, on n'aurait jamais imaginé un festival de films de genre, tout d'abord, qui était transformé ensuite en festival de films fantastiques. Et c'est vrai qu'on est sur une commune qui est atypique, singulière, et nous avions souhaité avec Aurélia qu'il y ait un festival du même genre. C'était un pari osé, mais Aurélia Mangin a mis beaucoup d'énergie avec effectivement les services de la mairie pour que ce festival grandisse d'année en année. Et je pense qu'on y est arrivé au bout de quelques années. Donc c'est un festival qui aujourd'hui plaît de plus en plus, avec un public de plus en plus élargi et qui véritablement va jusqu'à aller loin dans la réflexion en tout cas de films de genre, et c'est vrai que c'était le but. Alors mon attache à la Réunion, moi ce que je ressens, j'ai l'impression que je me sens réunionnaise de par aussi mon travail dans la façon dont j'aborde la réalisation des films et dans la façon dont je conçois quelque part la vision du monde. En fait, je pense que peut-être que si j'étais pas réunionnaise, si j'étais pas sensible autant à la diversité, peut-être que le festival, j'aurais pas voulu l'axer sur un festival international. Je crois que ça c'est vraiment la volonté qui porte son nom, la Réunion, donc de réunir. J'habite en métropole, dans les Vosges. Alors donc pourquoi je vais au festival? Donc c'est tout simplement parce que je suis passionné de cinéma, que ce soit d'horreur, de fantastique, épouvant, enfin tous les cinémas de genre en fait. Alors donc ce que je pense du festival dans un endroit comme ça, donc c'est déjà le cadre qui est magique, tout simplement. Trouver un festival de cinéma comme ça en plein milieu de la Réunion, c'est quand même surtout à Saint-Philippe. Enfin, disons, moi je connais un peu plus Saint-Pierre, Saint-Louis, qui sont des villes un peu plus qui bougent un peu plus. Lors d'un déjeuner avec le maire Olivier Rivière et Jackie Berroyer, parce que je tournais un film avec Jackie Berroyer à cette époque qui s'appelle Plan A3. Et le maire voulait rencontrer Jackie Berroyer, donc durant le tournage, on tournait des séquences à Saint-Philippe, donc j'aimais déjà beaucoup Saint-Philippe et ses décors sulfureux. Et donc on a déjeuné ensemble. Un repas qui a duré très longtemps et on s'est bien marré. Et justement, le maire au cours de ce déjeuner, me lance, est-ce que tu aurais envie de faire un projet artistique à Saint-Philippe? Et sur vraiment, mais alors le ton vraiment de la rigolade, hein, je veux dire, voilà, avec Jackie, on dit, oh, elle pourrait faire un festival de films de genre et tout ça. Et en fait, le maire, il a dit, ouais. Ouais, quoi. Ah bah écoute, t'es combien de temps à La Réunion? Je dis, bah là, je reste encore 3 semaines. Ensuite, je suis rentrée sur Paris. Il me dit, bah écoute, t'as 3 semaines pour faire un dossier, un dossier pour tout, enfin pour lui, pour la région, pour voilà. Moi, j'avais jamais fait de dossier encore de ma vie, puisque, enfin voilà, je suis réalisatrice, mais j'ai pas fait de dossier pour ce genre de choses. Et en fait, bah voilà, j'ai fait un dossier expliquant en fait, je me suis pris au jeu en fait, la conception du festival. Ce serait un festival de films fantastiques. Il y avait déjà en fait le côté court-métrage, scolaire, international et fantastique. C'est-à-dire que les grandes lignes y étaient, mais elles étaient floues parce que voilà, je ne savais pas ce que c'était d'organiser un festival à proprement dire, l'événement, c'est-à-dire de recevoir du monde et de rendre les gens heureux, d'organiser, les choses qu'après j'ai appris au fur et à mesure voilà, des années. En fait, le festival est créé par Aurélia, ça c'est clair, mais nous, on le porte avec elle. On porte avec elle parce que c'est audacieux de faire un festival à Saint-Philippe. Si sur un projet comme ça aussi audacieux, s'il n'y a pas autour de ces jeunes, hein, autour d'elle, pour parler d'Aurélia, un petit peu un groupe de gens qui croient et qui essayent de faciliter techniquement les choses, c'est notre rôle de le faire. En fait, elle fait toute la partie administrative où je suis carrément nulle, quoi. Donc ma mère, elle est vraiment très forte là-dessus. Et puis c'est aussi un ciment parce qu'elle a vraiment une douceur. Elle est très humaine, en fait. Donc elle arrive à comprendre à peu près tous les gens qui interviennent sur le festival, les partenaires. Elle est très douce pour ça. Elle apaise tout ce qui se passe. Donc ça, c'est vraiment génial. Je trouve qu'elle a vraiment une intelligence des relations. Elle est moins spontanée que je peux l'être ou moins
à fleur de peau et je crois que c'est hyper important et peut-être qu'elle l'est moins parce que justement elle a toute sa vie, elle a organisé les résidences d'artistes, elle a travaillé, elle a organisé les vernissages, donc elle n'est pas artiste, elle a toujours été dans la production des artistes comme un agent et donc je pense qu'elle sait très bien gérer les artistes et quelque part elle gère, comme mon père dit qu'elle supervise, oui parce qu'elle gère mon père, elle gère mon frère qui est musicien et elle gère moi qui suis réalisatrice, c'est pas facile, c'est elle qui gère vraiment aussi tous les ateliers avec les professeurs, les enfants. Donc si on peut avoir cette œuvre-là, la conception artistique, effectivement vient de mon père, mais après il y a toute l'application des ateliers, le suivi des ateliers, travailler avec les professeurs. Sans ma mère, on n'a pas ça, quoi. Donc ouais. Je connais pas parfaitement en fait la liste des manifestations culturelles à La Réunion, mais il me semble que pour ce genre de manifestation, enfin, il y a assez peu de choses, à part Même pas peur, me semble-t-il. Peut-être que je me trompe. Mais il y a peut-être des choses sur la musique ou sur le cinéma, mais en tout cas, concernant ce type de cinéma-là, avec cette volonté en fait de liberté de programmation et d'exigence aussi, il me semble que c'est quand même assez unique. Pour moi, ça avait été un vrai coup de cœur parce que c'est un festival de films fantastiques qui ne ressemble absolument pas aux autres. On n'est absolument pas dans un festival pour geeks, pour connaisseurs, pour gens qui seraient vraiment dans la recherche du respect absolu des codes, etc. Non, on est dans un festival qui au contraire brouille les pistes, brouille les règles habituelles du genre. On est un petit peu à la confluence du surréalisme, de l'expérimental, du cinéma aussi d'épouvante tout simplement. Et ce brassage-là est vraiment passionnant parce qu'on le retrouve, je crois, y compris dans le dispositif de scène. Et ça, c'est à la fois Aurélien Mangin, mais c'est plus largement la famille Mangin. Et c'est notamment les œuvres de son père, Vincent Mangin. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé dès l'année dernière, ces espèces de grandes installations surréalistes sur scène. Il y a vraiment une manière de faire surgir l'art dans des endroits inattendus. Et je crois que l'une des définitions de l'art, c'est vraiment ça, c'est la translation de point de vue, qui nous fait appréhender les choses différemment. Et ça, c'est vrai qu'à Même pas peur, avant même que les films démarrent, on ne voit plus la réalité tout à fait de la même manière grâce à ces installations. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui est passionnant. Avec Aurélia, on a un principe de base, c'est qu'elle a voulu absolument que je m'occupe de l'aspect installation d'art contemporain sur scène. Elle voulait vraiment, en même temps qu'elle amène quelque chose sur le plan du cinéma, elle voulait, elle aussi, poursuivre cette passerelle. Donc ça, c'est une sculpture hommage au cinéma. Alors j'ai fait comme un personnage qui aurait eu un prix, avec toujours ce serpent de capsule de soda. Et surtout, ça, c'est les fauteuils, c'est un rapport direct avec le festival, puisque le cinéma s'améliore d'année en année. Il devient vraiment beau. Et donc là, dernièrement, ils ont changé les fauteuils. Donc j'ai récupéré 2-3 fauteuils que j'ai retapés, j'ai habillé de sky, de façon à ce que ça soit totalement imperméable. Et ça me fait comme un espèce de triptyque, comme ça, avec un hommage au cinéma et des pellicules. Les 3 premières éditions, il y avait pas d'œuvre, en fait. Et en fait, je lui ai demandé de me fabriquer le personnage Même pas peur, qui est là-bas, qui est la mascotte du festival. Ensuite, je lui ai demandé d'amener mon chien, Pasco, qui est un chien empaillé, que les enfants adorent, caresser. Il a amené comme ça des choses de sa chapelle, en fait, qui est un immense cabinet de curiosité où il a de 300 mètres carrés, où il y a toutes ses œuvres, ses sculptures. Ça, c'est un cochon-tigre. Le cochon a mauvaise réputation dans pratiquement toutes les religions.
Et alors, donc, pour le préserver, je l'ai fait se croiser avec un tigre. Hein, c'est un métissage, hein, bien sûr. Alors là, évidemment, on l'emmerde un peu moins. Là. Au fur et à mesure, on a vraiment mis des thématiques ensemble en place où je lui ai dit, bah tiens, cette année, t'as envie de faire quoi? Ok, ça pourrait être top et tout. Et il travaille quand même plusieurs mois pour confectionner ensuite une vraie installation éphémère pour le festival. Alors, cette guillotine, je l'avais fabriquée pour ici. Et alors, évidemment, sur la scène du cinéma, dans le concept de l'autocensure, j'ai trouvé que c'était quand même pas mal comme objet d'autocensure. Hein. Un outil fait pour couper, hein, comme au cinéma, on coupe. Mais là, on coupe ce qui est gênant. Hein. Alors, donc, c'est une vraie guillotine que j'ai fait sur des vrais plans, donc elle marche. Sauf que j'ai soudé la lame parce que je me suis dit, il y aura toujours un petit couillon qui va l'essayer. Et elle marche vraiment. Il y a quelque chose d'extrêmement personnel dans la démarche et en même temps quelque chose d'extrêmement philanthrope, quoi. Enfin, tu vois, c'est vraiment un festival qui est dans cette recherche de partage. Ça va au-delà, même si c'est très très important, de la gratuité des séances. Déjà, est-ce qu'il y a des festivals de cinéma en France qui proposent des séances gratuites? Encore une fois, je ne connais pas tous les festivals par cœur, mais il me semble qu'il y en a quand même très peu. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il n'y en a qu'un seul, que c'est même pas peur, mais en tout cas, il y en a très peu. Et rien que cette volonté de partage, en fait, mérite d'être saluée, surtout quand c'est dans un endroit où ce type de manifestations-là sont rares. Et quand on propose quelque chose de rare, quelque chose qui cherche à bousculer les codes, quelque chose d'inhabituel, on prend le risque de ne pas être compris. Vouloir provoquer des émotions, c'est aussi parfois provoquer des réactions, et certaines plus vives que d'autres. On dévoile l'affiche chaque année à la fin du mois de décembre, juste avant le Nouvel An. On dévoile notre affiche, on l'envoie à tous nos mailing lists et je reçois énormément de mails en me disant c'est la plus belle, elle est magnifique, c'est incroyable, voilà. Voilà, j'en passe des gens du métier, des journalistes, enfin voilà. Deuxième effet qui se coule, 3 jours après, on reçoit sur le Facebook les premiers messages avec voilà, des accusations de racisme et tout ça. J'y prête même pas attention en fait, les premiers messages. Je me dis, bah, ouais, voilà, c'est... Je sais pas, il y a quelqu'un qui aime pas l'affiche. Enfin, je mesure pas du tout le truc en fait. Et puis moi, je suis pas du tout dans l'air du temps. J'ai pas de télé, donc j'étais pas du tout connectée à ce mouvement. Je connaissais même pas le cran, quoi, pour te dire. Donc voilà, et même pas de pauvre. Je sais même pas qui c'était, quoi. Ben moi, en fait, j'ai suivi sur les réseaux sociaux, Facebook. J'ai vu sur la page du festival quand ils avaient montré la nouvelle affiche. Je me disais, oui, je pense que ça va faire polémique, mais je comprends pas pourquoi. C'est une liberté de création. L'artiste peut faire ce qu'il veut. C'est pas dans le domaine de blesser les gens ou de blasphémer les gens. C'est plus de la création, l'invention. Ça ne mérite pas d'être mesuré. Donc voilà, donc du coup là je me rends compte que ça prend des proportions assez hallucinantes. Et la première chose qu'on pense, on reste d'abord directrice du festival avant d'être une femme. Donc on prend une décision de directrice de festival qui est de retirer l'affiche tout de suite. C'est-à-dire moins de 20 heures après les premières attaques, je crois, un truc comme ça, ou 20 heures après. Donc on retire cette affiche, je crois, le 30, et dans la nuit du 31, donc je fais la nouvelle affiche en fait, au lieu de trinquer au champagne, et je me dis, écoute, je fais l'inverse, quoi. Parce que sur la première affiche, je pose, hein, j'assume totalement, j'adore, je me peins tout le temps le corps, pour moi, mon corps est un tableau, et c'est mon matériel, même dans mes films, hein, j'ai aucun problème avec ça, je m'utilise moi-même. Et donc du coup, là je fais exactement l'inverse. Je me dis, écoute, cette fois-ci tu poses, et j'avais vraiment envie de poser avec mes cernes, sans maquillage, sans rouge à lèvres rouge, qui est mon rouge à lèvres fétiche, sans jamais, je ne sors jamais sans. Et c'était l'image de ce que je ressentais. Donc cette affiche, elle compte beaucoup pour moi, la nouvelle aussi, parce qu'elle stigmatise en fait l'émotion que j'ai le 31 décembre. J'ai cette gueule-là en fait. J'ai pas dormi de la nuit. Et je me dis, écoute, tu sais quoi, je vais en faire quelque chose. Et je prends mon clap et j'écris ce que je ressens. C'est-à-dire que c'est de l'autocensure. Parce qu'on ne m'a pas censuré, en vrai. On ne m'a pas censuré, puisque c'est beaucoup plus perfide que ça. Je dis bonsoir à toutes et à tous.
Donc merci d'être présent ce soir pour un moment qui est très particulier pour moi. Je ne pensais pas que j'allais avoir le courage de me tenir devant vous ce soir. Comme chacun peut l'imaginer, cette 8e édition du festival Même pas peur a été accouchée dans la douleur. Avant de présenter notre sélection officielle, je tenais à remercier du fond de mon cœur, mon noyau dur, mon entourage, mes parents, Roselyne, Vincent, mon frère Pablo, mon collaborateur et complice Nicolas Luquet, qui ont uni leurs forces pendant plusieurs semaines pour construire une forteresse d'amour autour de moi et me permettre d'affronter cette violente polémique inattendue, la tête haute. Quand tu as fait ces affiches un peu percutantes, par exemple, là, il y a eu le scandale autour du cran, là, avec le cran qui avait porté plainte sur soi-disant des blancs grimés en noir, alors que finalement c'était quelque chose qui rentrait pas dans ces cases-là, je veux dire, qui rentrait pas dans c'était pas du grimage, je veux dire, c'est pas, voilà, je veux dire, le cran a très mal lu la chose parce que le cran connaissait pas la Réunion peut-être, voilà. Donc du coup il y a eu ce scandale-là autour de l'affiche, mais pour moi c'était, voilà, moralement il n'y avait pas de problème là-dessus, de mon point de vue. Mais c'était, voilà, ça paraissait subversif pour d'autres, c'est ça qui est intéressant. Oui, j'aime bien quand ça va loin, j'aime quand ça provoque quelque part, mais sans le côté presque... sans le mot provocation, quoi. C'est pas, ça, la provocation, ça veut rien dire, mais j'aime provoquer des émotions, provoquer des choses qui sont inattendues, et je crois qu'à La Réunion, il y avait besoin de ça aussi. J'avais envie de faire ça, parce que j'ai grandi ici et que j'ai pas eu ces émotions-là au cinéma. Donc moi, en tant que Réunionnaise qui vit une partie de l'année ailleurs, qui s'est risquée à aller se confronter à l'extérieur, j'ai envie de faire ça. Aurélia, on la voit comme actrice, et on la voit nue souvent. C'est pas un tabou dans le cinéma, comme disait Godard, des filles sont habillées, elles font du cinéma, elles sont toutes nues, voilà. Enfin, je veux dire, c'est un leitmotiv dans le cinéma de voir des femmes nues. Sauf que peut-être que dans la société réunionnaise, ça peut paraître un peu plus scandaleux. Dire sa nudité à elle est provocante dans ces films, c'est pas, voilà, elle est agressive, voilà, elle a un petit côté. C'est pas une nudité de femme soumise, c'est une nudité, je dirais, c'est une nudité féministe quelque part, un peu conquérante, je veux dire, c'est son personnage, voilà, c'est sa force, et c'est aussi ce qui la rend subversive quelque part, des fois. C'est une subversion. Et ce qui était très intéressant avec l'affiche voilà, qui a fait scandale avec le cran, c'est que c'était une subversion qui fonctionnait d'une manière différente selon les territoires. C'est pas perçu de la même manière en métropole. Je dirais que la nudité, c'est pareil. Elle est inoffensive en métropole, mais ici, elle peut être un peu plus scandaleuse. Moi, si je fais du cinéma, c'est pour apprivoiser la femme que je suis. C'est pas pour qu'on m'apprivoise, c'est pour que je m'apprivoise. Hein. Le festival, c'est ça. C'est offrir en fait des films audacieux, différents et plonger dans des univers qu'on ne connaît pas et ne pas avoir peur finalement d'être perturbé. Moi j'aime bien quand on est chamboulé, que voilà, on est chamboulé et pourquoi pas, quoi, c'est beau. Donc ça c'est un message de liberté aussi, de liberté d'expression, de liberté de création, parce qu'on prend des films forts, des films qui du coup derrière un film fort il y a un réalisateur fort, un scénariste aussi fort, une équipe, des acteurs qui prennent eux l'audace qui ont le courage d'associer leur image à ça, c'est pas toujours facile. Pour moi, les séances dédiées aux jeunes spectateurs, c'est ce qui, quelque part, symbolise le mieux vraiment ce qui est le cœur du projet Même pas peur, il me semble. C'est vraiment, encore une fois, l'idée d'une transmission, de se faire passeur de culture, l'idée d'ouvrir à l'art au sens le plus large du terme, c'est-à-dire sans rentrer dans des logiques de ghettoisation des objets, etc. C'est vraiment ouvrir toutes les frontières et ça c'est passionnant, quoi, voilà. Au début, je suis venue parce que j'étais curieuse, je me disais un festival de films à Saint-Philippe, fantastique, pourquoi pas tenter l'expérience. J'ai décidé de venir toutes les années parce que je me suis dit que ça valait vraiment la peine. Je m'instruisais, je devenais plus sensible aux films. Avant, il y a 8 ans de ça, quand j'allais au festival, je dis « Ouais, bah, je vais au festival Même pas peur ». Ils me disent « Pourquoi ? C'est quoi ce festival ? Pourquoi tu y vas ? Pourquoi tu portes un intérêt comme ça ?» Je lui dis « Ben, ils passent des films assez particuliers et tout. » Ils me disent « Ouais, mais moi, j'ai pas le temps pour ça. » Je dis « Ben, vous avez pas encore vu, vous pouvez pas juger. » Du coup, voilà. Et maintenant, aujourd'hui, quand je vais au festival, ils me disent « Ah, tu vas au festival ? Ah, ben moi aussi, alors je viens. » Voilà.
Là, on a déjà reçu 7000 écoliers et collégiens depuis la création du festival. À la fin de la 8e édition, donc à la fin en gros, dans 10 jours, on aura reçu 8000 écoliers. C'est énorme. C'est 8000 gamins qui, à un moment donné, dans leur vie, une fois, ont vu des gens un peu étonnants venir leur présenter des films un peu étonnants. Le fantastique, c'est l'ouverture de tous les possibles, tous les champs du possible. Donc c'est une façon d'appréhender le réel aussi. Donc c'est une façon pour les élèves de voir autrement. Moi, quand j'avais 8 ans, des fois, je retenais juste 1 minute ou 2 minutes du film, tu vois, et qui m'ont marqué à vie. Mais c'est 2 minutes que, si tu ne les avais pas eues, peut-être que tu n'aurais pas déclenché un sentiment fort, quelque chose qui t'amène vers peut-être une possibilité de penser autrement, de vivre autrement. Là, tout à l'heure, il y a eu une séance avec les jeunes spectateurs, avec des collégiens, et moi, j'étais très frappé de voir que parmi les questions qu'ils ont pu poser, il y en a notamment un qui a posé la question sur une scène clé qui pour moi est vraiment peut-être l'un des moments les plus importants des films qu'on vient de voir et qui justement révélait un petit peu ce qu'était la nature profonde du cinéma d'épouvante, du cinéma fantastique, etc. Et instinctivement, il avait mis le doigt vraiment sur l'image qui expliquait tout. Et ça, je trouve que cette intuition-là, permettre à cette intuition-là de s'exprimer, c'est quelque chose d'évidemment très très précieux et ça mérite tout notre soutien. Voilà. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'au contraire, c'est la réalité qui va hanter le film. Et quelque part, ça, c'est une définition du cinéma fantastique et du cinéma d'horreur. En fait, ce qui nous fait peur, c'est pas les images qu'on voit, c'est ce qu'on va projeter sur le film. Et finalement, ce qui nous fait le plus peur, c'est toujours ce qu'on a en tête. Tous nos invités rencontrent les collégiens et ça c'est génial, c'est des échanges. Enfin, moi j'aurais été petite, j'aurais rencontré le rédacteur en chef d'une revue cinéma, un réalisateur, un directeur festival et des gens qui ont, c'est très rare que les invités acceptent, moi c'est la condition pour venir au festival, c'est-à-dire que ceux qui n'acceptent pas, je ne les invite pas. De venir rencontrer, donc d'assister aux projections école, enfin collège et de rencontrer, de s'asseoir là, après on fait une pause, la projection, on fait une pause au milieu, un entracte, on répond aux premières questions pour qu'ils gardent les films en tête. Vraiment, on prend le temps qu'il faut. Si jamais ça dure plus longtemps et qu'il faille supprimer un film après, on s'en fout, on le supprime parce que l'idée c'est les échanges quand même. Elle a eu, elle, une émotion très vive sur le film Cookie et c'est intéressant parce que justement on n'est pas tous égaux face aux émotions. Nous, en fait, toutes les sélections sont validées au préalable par des professeurs et des proviseurs qui voient tous les films que vous allez voir, dont certains sont, je crois, dans la salle des professeurs qui ont assisté aux projections bien avant le festival. Et cette jeune fille, on a échangé tout à l'heure parce qu'elle est sortie au milieu du film et ça m'a touchée parce que je lui ai demandé justement qu'est-ce qui l'angoissait et elle me dit chaque année elle vient au festival en plus donc elle est courageuse parce qu'elle revient chaque année et chaque année elle me dit je suis très sensible et ça me fait peur. Et effectivement, je disais que le réalisateur peut être que content parce que quand un réalisateur fait un film d'angoisse, il a envie que le public réagisse. Pour moi, le réalisateur, il a manqué son film s'il n'arrive pas à faire transmettre l'angoisse. Aujourd'hui, tous les jeunes consomment les images de manière assez chaotique, souvent seuls devant leur ordinateur. Il y a le filtre fictionnel, ils ne savent plus trop ce que c'est. Il y a une sorte de désacralisation du cinéma, de l'image. Enfin bref, c'est très très compliqué. Je pense que je pense qu'il y a une vraie rééducation à l'image qui doit être faite. Et dans une salle de cinéma, c'est à mon sens la meilleure façon en fait. Peut-être qu'en fait, ce choix du fantastique est avant tout une revendication. Celle d'avoir le droit de ne pas rentrer dans les cases, de sortir des codes, d'aller non pas là où on nous attend, mais là où on a envie d'aller. Peut-être qu'au final, se positionner hors du cadre, c'est avant tout une proposition d'élargir ce cadre.
l'artiste doit sortir du cadre. Mais pour sortir de ce cadre-là, il doit combattre, il doit trouver sa propre survie. Fantastique, je le produis, je l'écris, je le réalise et je joue dedans. Quoi ça sert un artiste, hein? Moi j'ai coutume de dire un artiste ne sert à rien, sinon à l'essentiel. Que de dire qu'il existe une norme, déjà, c'est vivre dans un monde qui n'existe pas, un monde utopique, où on croit que sa vision personnelle est celle qui doit être la vision officielle. Il n'y a rien de pire qu'une société, tu vois, il n'y a rien qui dépasse, quoi. Linéaire. Quel est l'intérêt d'avoir un monde bien rangé, policé? Quel est cet intérêt?